Assia Jabbar, les enfants du Nouveau Monde. Première partie. Chapitre 1. Dans le vieux quartier arabe, au pied de la montagne, les maisons à façade blanche crépie, à la chaux se ressemblent. Dans ces lieux où s'étendait autrefois de la ville maintenant agrandie, le seul faubourg, celui où les familles aisées de l'époque aimaient venir, dès la fin du printemps, pour y trouver, près des sources et des vergers proches, un peu de fraîcheur. Chaque demeure est le fond d'une impasse où l'on fait halte après qu'on s'est perdu dans un dédale de ruelles, de silence qui ne se trouble à présent que des chuchotements, coupés soudain de cris stridents, des enfants que les mères voudraient en vain retenir chez elles. La garde peut survenir à tout moment. À peine ont-elles alors le temps de les faire rentrer précipitamment, de leur bâillonner la bouche pour étouffer contre la porte leurs murmures, et les soldats passés d'aller s'installer au fond de leur chambre, chaque mère avec sa couvée assise là, à même le carrelage ou sur un matelas. Des heures entières, et par la porte, aux rideaux soulevés, grande ouverte sur la cour et les bassins, de contempler avec calme le spectacle qu'avait annoncé la garde et qui commence, la montagne dans les feux de la lutte. Ces jours, de grandes opérations passent vite dans ces demeures qu'on croit toujours aveugles, mais qui bâillaient désormais à la guerre sous son masque de jeu immense dessiné dans l'espace. Les avions, points noirs dont on distingue de là les courbes et le sillage blanc du vol, arabesque éphémère que le hasard semble tracer, comme une écriture mystérieuse, mais qui tue. « Ah Dieu !» crie une femme, quand l'un d'entre eux plonge droit au milieu d'étincelles et de balles qu'on imagine, puis jaillissant d'une fumée qui court au sol. La mort, il a apporté la mort, le maudit. Le voici dans une nouvelle volute, longue, haut dans le ciel. Intervient ensuite la canonnade proche, si proche que les murs en sont secoués. Le spectacle peut durer une journée entière, toute une journée où les femmes ayant complètement délaissé leurs travaux ménagers, leurs enfants accrochés à leurs jupes, à leurs pantalons, s'enhardissent jusqu'à faire des commentaires, la voix excitée, d'une chambre à l'autre, dans chaque maison où vivent ordinairement 4 à 5 familles, une famille par chambre. Il se trouve toujours une femme, jeune, vieille, peu importe, qui prend la direction du chœur. Exclamations, soupirs, silence, gémissant, quand la montagne saigne et fume. Couplets passionnés. Cette fois, ils ne les auront pas. Quand il y a tant d'avions et qui sont tous massés ainsi sur un même lieu, c'est un douar qu'ils bombardent. Regardez les nôtres, répondent. Un hurrah. Oui, vous avez vu, vous avez bien vu, n'est-ce pas? Il vient d'abattre un avion. Un avion, vous avez bien vu? Et l'une d'elles oublie toute prudence, sort dans la cour, dans l'allégresse. Un avion abattu par nos combattants. Faut-il qu'il vise bien? Les autres restent à leur place, pétrifiés. Moment grave. Un des enfants se libère, se traîne jusqu'au seuil. Un second abattu, s'exclame-t-il, prenant le vol, piqué d'un autre avion pour sa chute. De nouveau, la canonnade. Et l'enfant, effarouché de se boucher les oreilles, les paupières battant à chaque secousse. Et le silence de la maison, un instant suspendu, car
on a craint qu'un reste d'obus ne tombât sur la terrasse. Cela s'est produit à maintes reprises, la dernière fois en tuant la vieille Aïcha qui était accroupie dans la cour, à la porte de sa chambre, place qu'elle ne quittait pas le jour, depuis des années, ne cédant même pas aux objurgations de prudence, décidée, quelle que soit l'agitation du dehors, le danger a déterminé ainsi sa vieillesse. L'obus était tombé. Elles avaient courbé la tête un peu plus, avec un sursaut, un deuxième. C'était tout, si bien que les voisines n'avaient songé que quelques heures plus tard à venir la relever et à découvrir en hurlant à la place son cadavre. Ces jours de spectacle qui surviennent assez régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, à moins de surprises comme le mois précédent, lorsque les combattants de la montagne avaient poussé l'audace jusqu'à descendre faire une attaque en pleine ville, la nuit s'approchant à peine, la riposte n'ayant eu lieu alors qu'à la première aube du lendemain. Les maisons ne sont pleines que des femmes, car leurs époux sont déjà partis à leur travail. Dehors, dans la rue, au marché ou dans les petites boutiques du vieux centre d'affaires, lorsque de concert avec l'opération militaire, l'encerclement d'un quartier s'organise pour des vérifications d'identité et de vastes contrôles. Les hommes restent là où ils se trouvent, quand ils ne sont pas entraînés dans une rafle que l'armée opère un peu partout. Il arrive aux femmes qui, dans la fraîcheur de leur chambre, ne bougent pas, de se tendre un instant, les yeux grands ouverts, le regard fixe avec une palpitation enfantine, et d'imaginer leur mari debout contre un mur, au soleil de midi, secoué sans doute d'une peur qu'il doit s'efforcer de ne point révéler, mais que l'épouse retrouve en lui, le soir, lorsque tout est fini, que la montagne reprend sa nudité orgueilleuse que dans les rues. Les hommes libres, enfin de circuler et de rentrer chez eux avant le couvre-feu, observent sans dire mot les blessés qui gémissent sur des brancards installés au fond des camions militaires et que l'armée tâche, non sans difficulté, de soustraire à la vue de la population. Lorsque la mort s'en va, ayant léché le sang sur les versants roux qui surplombent, et que le jour finit d'inscrire sa course dans un ciel sans nuages. Cette peur, chez l'homme, bref, tressaillement de surface au-dessus de laquelle demeure. Et chaque membre de la famille, au dîner, l'on se regroupe, le sent sans avoir besoin de l'expliquer. La roche de certitude que forme à la fois la conscience farouche des jours présents, la solidarité avec ceux de la montagne et l'espoir de la victoire après le sang. Sursaute aussi la haine et le désir de revanche, mais si peu, surtout si le chef de famille qui fait alors le récit de sa journée est calme, de ce calme dédaigneux qu'ont d'instinct les hommes de cette ville, quand ils ont parcouru presque toutes les étapes d'une vie qu'ils pensaient sans surprise. Un métier besogneux, mais qui fait vivre le mariage, les enfants, puis la cinquantaine venue, une façon plus douce enfin, moins raidie dans l'effort d'humilité, de s'agrenouiller dans la prière et de s'engloutir dans les heures plates de la méditation qui suit. Cependant, tout au long de ce parcours à la frange de la misère, mais qui parvient pour l'approche de